Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ICITO.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ICITO.tv. Téléchargez l'appli. Nous sommes le lundi 2 février. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Eh bien oui, le mois de janvier est derrière nous, qui le cru. Lundi 2 janvier, jour de la marmotte. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'on aura un printemps hâtif, tardif? Il y en a peut-être qu'il soit plus hâtif cette année, étant donné l'hiver qui a commencé tôt. Alors, oui, 2 janvier, donc j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous passerez une belle fin de semaine. Merci d'être avec nous. On va se parler, entre autres, aujourd'hui de suicide. C'est la Semaine nationale de prévention du suicide et mon collègue Jean-Philippe Robillard s'est intéressé au travail de prévention, à ce que font les gens qui travaillent dans des centres d'appel. On dit centre d'appel, mais on devrait parler de centre de réception peut-être en général, parce qu'il y a de plus en plus de communications qui se font aussi par texto, évidemment. Et il y a des données qui changent, des gens, donc des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, qui font appel au service des centres de prévention du suicide. Jean-Philippe Robillard, donc, sera avec nous plus tard pour parler de ça. L'équipe est réunie autour de moi. Marie-Michel Bordua, qui sera aux actualités culturelles cette semaine. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Mathieu. Jean-François Paradis au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Un petit mot peut-être sur cette soirée des Grammy. Hier, vous allez y revenir un peu plus tard, mais une soirée où il y a eu quand même pas mal de prises de parole publiques, évidemment, par rapport à la situation politique aux États-Unis. Voilà, donc, et beaucoup de prises de parole, à commencer par Bad Bunny, qui sera attendu là, au Super Bowl prochainement, mais également de plusieurs autres artistes, de prises de parole, mais aussi beaucoup d'affichage. Ice Out, on demande là vraiment à mettre dehors, si on veut, la police de l'immigration aux États-Unis. Donc, ça a été haut en couleur en termes de discours hier soir. OK, alors ça a teinté évidemment la soirée de remise de prix. On va y revenir plus tard à l'émission, Marie-Michel. Véronique, je le disais, jour de la marmotte. Bon, évidemment, il n'y a pas grand-chose de scientifique là-dedans, vous me direz. Il y a peu de science là-dedans. Est-ce qu'on peut quand même voir à moyen, long terme à quoi va ressembler le mois de février? Notre mois de février? Disons. Bon, ben écoutez, étant donné les chutes de neige en Nouvelle-Écosse aujourd'hui, je crois que la marmotte ne verra pas son ombre. Okay. Mais scientifiquement, je dirais que notre mois de février nous donne peut-être un petit répit côté température en début de semaine, mais dans l'ensemble, ce sera un mois encore relativement froid. Ouais. Probablement le 4e de suite avec des températures sous les normales. Des quantités de neige près de la moyenne, ça veut dire à peu près de l'ordre de 48 à 50 cm là, pour les régions les plus au sud, un petit peu plus vers le centre et l'est du Québec. Donc, un mois encore assez hivernal. OK. Et d'ailleurs, ce matin, c'est froid. Bien, encore, moins 14 à Montréal. On a du moins 20 un peu partout. On aura droit cependant un petit peu plus de soleil parce qu'on l'aime, ce soleil-là. Et en février, si on veut s'encourager un peu, l'inclinaison du soleil change. On commence à le sentir un petit peu plus directement. Là. Donc, l'inclinaison, la luminosité aussi. Un soleil qui se couche maintenant après 17 heures dans la région de Montréal. Il faudra attendre encore un peu vers Québec et l'est du Québec, mais ça fait quand même du bien. Alors, dans l'ensemble, oui, belle journée, ensoleillée, des températures qui vont grimper sur le sud, le centre de la province, moins 6, moins 9 degrés, au-dessus de moins 10. Quand même. On va le prendre. On va le prendre. Au-dessus de moins 10, la nuit prochaine, on retournera autour de moins 11, moins 13 à Montréal, mais on sera encore légèrement sous la barre du moins 20 en secteur montagneux. Pas de gros systèmes à surveiller cette semaine là, en ce qui a trait au Québec en général, mais on aura de petits systèmes ici et là qui nous donneront quelques flocons, quelques centimètres sur quelques jours, donc rien d'important. Il y en a un petit peu plus structuré vers la fin de la semaine. C'est celui-là, une fois qu'il sera passé vendredi, qui ramènera un froid un petit peu plus mordant. D'ici là, du côté de l'Abitibi, on y va avec du beau temps aussi. Ça s'ennuagera cet après-midi. On a un maximum de moins 7 au thermomètre. Moins 13 pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, sous le soleil aujourd'hui. Encore des nuages qui traînent. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Donc, ça va se dégager graduellement. En cours d'après-midi, ça deviendra variable. Les températures sont plus douces. Gaspé, Sept-Îles, on y va avec un maximum de moins 3 aujourd'hui. Moins 11 dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et demain, on profitera du soleil là, pour l'ensemble de l'est du Québec. En territoire ontarien, maintenant, neige, oui, flocons sur la portion nord.
nord, des températures encore de l'ordre de moins 7 à moins 13 degrés, moins 5 à Toronto sous un ciel variable. C'est quand même un petit peu sous la normale. On a de la faible neige de prévu pour Windsor, pas mal de soleil à Ottawa avec un maximum de moins 6. Dans l'ouest, on a un créneau, une case de printemps, disons-le, et c'est du côté de l'Alberta. OK. Des températures aujourd'hui qui varieront entre 7 et 10 degrés. À ce point-là. Avec un soleil quand même assez présent. Donc, cette semaine, vraiment, là, du côté de l'Alberta, on ira chercher peut-être la quinzaine de degrés par endroit. Ça, c'est une dizaine de degrés au-dessus de la normale. Donc, c'est vraiment un îlot printanier de ce côté. Ça ne touche pas du tout la Saskatchewan et le Manitoba qui, eux, connaîtront des températures un petit peu plus hivernales. On a un 2 à 4 cm sur le sud de la Saskatchewan aujourd'hui, pas plus que moins 7. Il fait moins 20 en ce moment à Winnipeg. On aura un maximum de moins 17. Alors, même s'il fait beau, on est loin du printemps. Et la pluie se poursuit à Vancouver. On ira chercher 15 à 25 mm supplémentaires. On est autour de la dizaine de degrés. Donc, beaucoup de diversité dans notre grand pays. Mais on retient que sur le sud du Québec, on aura un peu de soleil et aussi un petit répit côté grand froid en début de semaine. Ouais, et accrochez-vous pas trop aux prévisions de la marmotte, là. Hein? Normalement, 1 fois sur 3, la marmotte a raison. Bon. Et la meilleure dans son taux de réussite, c'est notre marmotte gaspésienne Fred avec 67 % OK. Ça va faire jaser comme à tous les débuts février. On suivra ça. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Alors, au sport, oui, parlons des internationaux d'Australie. Carlos Alcaraz, qui est devenu le plus jeune joueur à remporter donc 4 tournois majeurs. Oui, 4 tournois majeurs. Alcaraz, 22 ans, a donc défait Novak Djokovic, 38 ans, qui, lui, aurait pu devenir le plus vieux à l'emporter. Évidemment, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Donc, à 4 manches pour Carlos Alcaraz, 2-6, 6-3, 6-4 et 7-5. Djokovic, je dirais pas qu'il a fait illusion, mais a très bien joué en début de match. Et par la suite, Alcaraz a pu appliquer son plan de match et l'emporter sur Djokovic. Il est donc devenu le plus jeune joueur de tennis de l'ère Open. On parle de 1968 pour l'ère Open, alors qu'on a regroupé les 4 grands tournois majeurs dans la forme qu'on connaît actuellement. Il a coiffé, en fait, Rafael Nadal, son compatriote, qui avait obtenu ce titre, si on veut, cette marque-là, à l'âge de 24 ans, donc quand même plus jeune, Alcaraz, lors des internationaux de tennis des États-Unis en 2010. Et ça donne parfois un peu le ton pour le reste de la saison, les internationaux de tennis d'Australie. Et puis, chez les femmes, c'est Elena Rybakina, la Kazakh, qui a vaincu Aryna Sabalenka en 3 manches. Rybakina est passée au 3e rang mondial ce matin. Victoria Mboko, la Canadienne, est passée du 16e au 13e rang mondial à l'âge de 19 ans. Parlons maintenant du tournoi des cœurs. Ça, c'est au curling. Oui. Victoire de Kerry Enarsson. Oui, Kerry Enarsson qui l'a emporté. Kerry Enarsson qui a défait d'équipe Canada, qui a de nouveau remporté le tournoi des cœurs Scotties. Hier, ça se passait à Mississauga. Enarsson qui l'a emporté pour une 5e fois. Sa dernière fois, ça avait été en 2023. Elle a donc vaincu la Manitobaine Caitlin Lawes 4-3 en 11 manches lors de cette finale. Équipe Canada l'a emporté quand Lawes n'a pas réussi à déplacer la seule pierre d'Enarsson située sur le bouton avec son lancer de marteau. Enarsson et son équipe Canada vont donc représenter les couleurs, défendre les couleurs du pays au championnat mondial du 14 au 22 mars à Calgary. Et Rachel Homan, qui est la championne nationale en titre, est absente cette année car elle représente le Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Par ailleurs, le premier match du Canada en équipe classique aura lieu le 12 février contre le Danemark. Et il y aura du curling, par contre, pour les amateurs dès le début des Jeux olympiques. En fait, ça commence le 4 février, les entraînements et les compétitions. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 6 février. Mais on aura donc du curling tout du long des Jeux olympiques. C'est le seul sport qui sera présent comme ça du début à la fin des Jeux olympiques. Oui, ça commence vendredi pour les JO. Et en terminant, parlons de hockey. Montréal-Minnesota ce soir. Oui, donc le Canadien de Montréal qui affronte ce soir le Wild au Minnesota. Et puis, on aura les Sénateurs d'Ottawa qui luttent eux aussi pour une place en séries éliminatoires avec 59 points qui vont se mesurer aux Pingouins à Pittsburgh. Les Jets de Winnipeg contre les Stars de Dallas, les Canucks contre le Mammoth de Utah et puis les Maple Leafs de Toronto contre les Flames à Calgary. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée. À
la une des différents quotidiens de ce matin, commençons par La Presse Plus qui nous parle des livreurs Uber Eats, livreurs pour une bouchée de pain. La presse donc s'est intéressée à la façon dont ça fonctionne sur le terrain lorsqu'on devient un livreur pour cette entreprise américaine, à qui la Société des alcools du Québec vient d'ailleurs de confier un mandat de livraison d'alcool. Ce qu'on comprend finalement, c'est qu'il faut travailler fort, que les règles sont floues également pour les livreurs et que chaque décision, nous dit le journaliste Éric Martel, donc qui s'est prêté au jeu et qui est devenu l'instant de quelques heures livreur Uber Eats, c'est que pour atteindre le seuil de la rentabilité, il faut éviter de multiplier les pièges sous une pression constante. Donc, le journaliste qui explique qu'il a commencé à accepter toutes les livraisons que lui offrait l'application, mais c'est vite une erreur. Les livreurs qui disposent de 15 secondes lorsqu'on leur offre une application fait état également de clients frustrés, fâchés, qui ne donnent pas de pourboire parce qu'il manquait, par exemple, une frite, parce que la pizza n'a pas été déposée sur le pas de la porte comme prévu. Il a rencontré le journaliste de la presse dans son aventure chez Uber Eats d'autres livreurs qui disent que c'est à peu près impossible d'arriver même avec le salaire minimum. Les conditions sont très dures, que parfois pour aller chercher de la nourriture au restaurant, il n'y a pas de place pour se stationner. Bref, des conditions qui sont vraiment pas évidentes et donc l'entreprise qui s'engage par contre à respecter toutes les règles et à porter une attention particulière à ce contrat avec la Société des alcools du Québec, mais ça va probablement faire réagir. Un témoignage, un livreur qui dit parfois c'est seulement 50 $ pour une journée complète de travail. Certains témoignent en disant c'est difficile lorsqu'on a le ventre vide de livrer de la nourriture à nos clients, de sentir la nourriture dans notre voiture. Bref, un dossier que vous pourrez lire ce matin dans la presse. En une de notre site internet radiocanada.ca, plus de diagnostics de troubles psychotiques chez les jeunes, article de Mélanie Meloche-Olubuski. Les personnes nées plus récemment reçoivent plus souvent et à un âge plus précoce un diagnostic de troubles psychotiques que les personnes des générations précédentes, selon une vaste étude qui porte sur plus de 12 millions d'Ontariens. Une étude publiée ce matin dans le journal de l'Association médicale canadienne. Donc, des Canadiens qui, effectivement, reçoivent davantage de diagnostics. Au Canada, on considère généralement que l'incidence de la psychose et de la schizophrénie est stable, environ 1 à 2 % de la population. Mais selon les auteurs de l'étude, ce qu'on observe chez les personnes âgées de 14 à 20 ans, c'est que le taux d'incidence a augmenté de 60 % entre 1997 et 2023. Les chiffres et les détails à lire ce matin sur le site Internet de Radio-Canada. En une du Globe and Mail, il est question du gala et de la cérémonie de la remise des prix Grammy. Hier, on va en parler plus tard à l'émission avec Marie-Michel. Sinon, on parle d'une attaque américaine contre l'Iran qui déclencherait une guerre régionale. C'est ce qu'affirme le guide suprême de l'Iran. C'est ce qu'il a affirmé dimanche, disant que toute attaque des États-Unis allait déclencher une guerre régionale au Moyen-Orient. Des propos, donc, qui constituent la menace la plus directe qu'il ait formulée jusqu'à présent, alors qu'on le sait, il y a entre autres des porte-avions et des navires de guerre américains qui se trouvent en mer d'Arabie et qui ont été envoyés par M. Trump. Et on ignore toujours si Donald Trump va recourir à la force, note le Globe and Mail. Vous pourrez retrouver ça donc en une de ce quotidien. Le Journal de Montréal nous parle d'un hiver record pour les nids de poules, les plaintes au 311, donc les services aux citoyens, qui explosent 5 fois plus de signalements. On parle de plus de 4100 signalements cette année. Si on compare avec les autres années, on était autour de 1000, entre 800 et 1000, disons-le comme ça. Mais là, on est à plus de 4000 aujourd'hui. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal, alors que le Journal de Québec se penche sur l'ancien Colisée. Colisée, oui, pas question de reculer sur la démolition du Colisée. Le journal qui a même appris que l'administration Marchand, donc à Québec, va lancer au cours des prochaines semaines un appel d'offres pour une étude stratégique en vue d'appuyer le développement et la vision d'aménagement pour le secteur nord-est du site Expo-Cité. Donc, vous pourrez lire ça dans le Journal de Québec de ce matin. En une du Devoir, il est question, le Devoir qui est en France, par un article de Raphaël Miro. Dans le nord du pays, la fermeture d'une verrerie s'inscrit dans des déboires récents qui préoccupent la classe politique française. C'est l'industrie française qui est devant un avenir fragile. Plusieurs industries qui ont fermé au cours des dernières années. Ça inquiète la classe politique. On donne l'exemple d'une verrerie qui fabrique donc des verres, des assiettes dans le Pas-de-Calais. C'est à lire en une du journal Le Devoir de ce matin.
Jean-Philippe Robillard se joint maintenant à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, c'est la semaine de la prévention du suicide. Je le disais au début de l'émission. Il y a 31 centres de prévention du suicide au Québec qui observent d'ailleurs une hausse de la détresse psychologique des idées suicidaires. Vous vous êtes rendu dans un de ces centres où des intervenants tentent chaque jour avec des discussions, avec des échanges de textos aussi, on va le découvrir, tentent évidemment de sauver des vies. Oui, et ce que j'ai remarqué, je suis allé donc dans un centre de prévention du suicide de Montréal où les intervenants, où il y a beaucoup d'appels, vous l'avez dit, où ils travaillent beaucoup. Et ce qu'ils remarquent aussi, Mathieu, c'est qu'il y a beaucoup de détresse. En fait, selon eux, il y a davantage de détresse dans la société qu'avant la pandémie. Depuis ce moment-là, ils remarquent que ça a augmenté. À Montréal, par exemple, au centre de prévention du suicide, ils reçoivent une centaine d'appels de détresse chaque jour. Dans l'ensemble du Québec, là, pour les 31 centres qu'on trouve dans la province, il y a des dizaines de milliers d'appels qui sont logés chaque année. L'an passé, plus de 30 000, il y a eu plus de 30 000 appels, 30 000 demandes d'aide sur leur plateforme électronique. Ça, c'est nouveau, en texto, clavardage. Et ça, c'est une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente. On écoute Josiane Beaumont du Centre de prévention du suicide de Montréal qui affirme qu'avec ces nouveaux services, donc sur les plateformes numériques, il y a même des élèves qui sont parfois à l'école et qui sont en détresse et qui communiquent avec eux. Je vous invite à l'écouter, c'est intéressant. Ça nous arrive qu'il y ait des jeunes qui sont à l'école. Donc, quand on discute avec eux, on essaie toujours de se soucier, bien, sont à quel endroit, qu'est-ce qu'ils font présentement. Puis, il y en a qui vont nous dire qu'ils sont entre deux cours ou sur le temps du dîner. Donc, ils communiquent avec nous via leur téléphone cellulaire, avec le texto, puis qu'ils nous textent. Puis, ils se disent, bien, même si je suis à l'école, j'ai la possibilité de parler avec quelqu'un quand même. Parce que quand on est sur notre téléphone, on est tout seul avec l'intervenant, puis il n'y a personne autour de nous qui voit qu'est-ce qu'on fait. OK, Jean-Philippe, il y a des intervenants donc de ces centres qui sont aussi préoccupés par un élément. De plus en plus de jeunes filles, d'adolescentes se tournent vers les centres en question. Oui, parce qu'elles ont de la détresse psychologique, parce qu'elles ont des idées suicidaires. L'an dernier, les demandes d'aide, Mathieu, provenant des jeunes filles de 13 ans et moins, sur les 13 ans et moins, effectivement, ont bondi de 78 %. On écoute le président directeur général de l'Association des centres de prévention du suicide, Hugo Fournier. C'est énorme. C'est 2000 interventions qui ont été faites. Donc, c'est pas rien. Donc, il y a quelque chose qui se passe actuellement. C'est quoi? Entre autres, l'anxiété. L'anxiété causée, entre autres, par les réseaux sociaux. Hein, c'est une arme puissante, mais c'est une arme à double tranchant. Il peut y avoir de l'intimidation, harcèlement via les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi des comparaisons et des stéréotypes féminins qui sont véhiculés au niveau de la société. 2000 pour interventions, des 13 ans et moins, des jeunes filles de 13 ans et moins. C'est inquiétant quand même. Préoccupant, inquiétant, c'est ça. Le taux de suicide qui est en baisse au Québec. Oui, il est en légère baisse, mais il y a encore, il faut le mentionner, 3 personnes qui s'enlèvent la vie au Québec chaque jour et le taux de suicide, il est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On écoute à nouveau Hugo Fournier. Il y a des mythes encore très tenaces, puis qu'on cherche toujours à déboulonner au Québec. Un gars, ça pleure pas. Un gars, ça demande pas d'aide. Un gars, c'est le rempart de sa famille. Mais il y a plus de femmes que d'hommes qui se retrouvent, Mathieu, à l'hôpital, qui sont hospitalisées pour des tentatives de suicide, et particulièrement chez les jeunes filles. Au cours des dernières années, le taux d'hospitalisation chez les jeunes filles qui ont tenté de s'enlever la vie, ça a triplé au cours des dernières années. Oui, un travail important qui se fait dans ces centres de la prévention du suicide. Merci d'avoir mis leur travail en lumière et évidemment les numéros 988 partout au Canada. Évidemment, c'est une ligne d'urgence ou 1-866-APPEL. N'hésitez pas, ces gens-là sont là pour vous. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Oui, on va le voir au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. C'est Bad Bunny que l'on entend, qui a été couronné d'ailleurs lors de cette soirée de la remise des prix Grammy. Et qui est très attendu au Super Bowl parce qu'il ne pouvait pas performer hier, question contractuelle, avec justement le spectacle de la mi-temps. Il a remporté 3 statuettes, dont album de l'année. Le chanteur portoricain est d'ailleurs le premier récompensé dans cette catégorie pour un album en espagnol. Il y a également Kendrick Lamar, qui était l'un des favoris de la soirée, qui est reparti avec 5 prix. Et il devient l'artiste rap
le plus décoré au Grammy. Le prix de la chanson de l'année revenu à Billie Eilish pour son titre Wildflower. De nombreux numéros musicaux lors de cette soirée, mais c'est surtout les prises de parole qui ont retenu l'attention. Elles ont été nombreuses, à commencer par l'animateur Trevor Noah, qui a parfois fait des allusions, parfois lancé des flèches au centre de la cible. Par exemple, après le prix de la chanson de l'année, a expliqué que c'est un prix très convoité, autant que le président américain convoite le Groenland. Ça vous donne le ton. Donald Trump qui menace d'ailleurs de poursuites judiciaires Trevor Noah pour une allusion sur l'affaire Epstein. Et parmi les discours les plus percutants, celui de Bad Bunny lors de son premier prix de la soirée. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. Ice out, ça a été le mot de la soirée. Il a appelé à mettre dehors la police fédérale de contrôle de l'immigration. A été longuement applaudi avant d'ajouter que les immigrants ne sont pas des sauvages, ne sont pas des animaux, ne sont pas des étrangers. Ce sont des humains, des Américains. Il a exhorté, en fait, à ne pas se laisser aller à la haine, aller plutôt vers l'amour. Il y a également des Canadiens qui se sont illustrés, non pas hier soir, mais lors de la cérémonie qui a eu lieu en après-midi. Le compositeur et producteur de Halifax, Henry Walter, pour producteur de l'année, pour également meilleur enregistrement dance pop pour la chanson Abracadabra de Lady Gaga. Le Torontois Justin Gray repartit avec le prix du meilleur album audio immersif. C'est la première fois qu'un Canadien gagne dans cette catégorie. Et puis Johnny Mitchell qui a reçu le prix du meilleur album historique pour son coffret là, qui regroupe des enregistrements inédits issus de ses archives personnelles. Oui. OK. Et donc, oui, une soirée clairement qui a été teintée par le climat politique ambiant aux États-Unis. D'ailleurs, et par ailleurs, un scénariste du film iranien Un simple accident, qui a un film qui est nommé aux Oscars, a été arrêté. Ouais, là aussi, il est question de prise de parole, mais dans un autre contexte. Mehdi Mahmoudyan, qui a été arrêté samedi à Téhéran. Ce sont des représentants du film, d'ailleurs, qui nous ont annoncé la nouvelle hier. On ne connaît pas encore la nature là, des charges retenues contre le scénariste, mais cette arrestation-là, elle survient quelques jours après qu'un groupe de personnes ont signé une déclaration qui condamne la répression des manifestants iraniens par le régime, condamne aussi le guide suprême, et donc ce scénariste faisait partie des signataires. On entend Gab Bouchard qui est de retour avec un troisième album, Marie-Michel. Encore, sur lequel figure Pleure, bébé, pleure, qu'on entendait à l'instant. C'est un peu un retour aux sources pour l'auteur, compositeur, interprète qui est retourné dans son patelin au Lac-Saint-Jean, au Québec, où il s'est installé là, où il a aussi construit lui-même son studio d'enregistrement. Il avait envie de quelque chose d'un peu plus organique, de revenir vraiment aux guitares, au son, là, peut-être imparfait, mais enregistré sans synthétiseur, plus brut, ouais, exactement. Il y avait ça donne quelque chose de résolument plus folk que son dernier album. Et même s'il nous chante dans Encore, qu'il va continuer à écrire encore le même chagrin, mais il y a quelque chose de quand même plus lumineux dans cet album. Peut-être la sobriété, peut-être le retour aux sources, comme je le disais, peut-être aussi parce que ça a été écrit sur une machine à écrire qui s'est détachée du téléphone intelligent. Quoi qu'il en soit, c'est réussi. Je vous propose d'entendre Drôle de temps. Oui, on va se laisser là-dessus. Malheureusement, le temps nous presse un peu ce matin. Marie-Michel, merci beaucoup. Merci à vous d'être à l'écoute. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Oyez, oyez, dévoreurs et dévoreuses de mythes et légendes. Ici Charles-Antoine Desgranges et je vous invite à investiguer avec moi les mystères les plus étranges de notre planète. Mythes ou mystères, un balado à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.